ceux qui me voient, je suis pas un Almasty, hein, je suis un Français de 61 ans maintenant. Moi, j'ai toujours surtout passionné de plongée sous-marine. À l'âge de 27 ans, je me suis lancé dans la plongée sous-marine. Puis l'exploration, ce qui m'intéressait, c'était les épaves historiques et particulièrement les épaves de sous-marins, toutes nationalités confondues. Mais comment dire, d'être tout jeune, hein, j'étais passionné de cryptozoologie parce qu'un cousin m'avait donné un livre de Bernard Wallman, c'était le tome 2, je crois, ça s'appelait Sur l'abysse des bêtes ignorées. Ça m'avait absolument fasciné. Et ça m'avait fasciné. Puis bon, comment dire, j'ai eu l'occasion fin 2012 d'organiser un petit périple à la recherche de l'Almasty avec un ami qui lui, ça l'intéressait absolument pas du tout. Mais ce qu'il voulait surtout, c'était prendre l'air puis vivre un petit peu comme ça dans la nature. Puis bon, chercher des vestiges d'archéologie, de civilisations inconnues, des choses comme ça, quoi. Et alors que moi, bon, parallèlement, on a mené chacun un petit peu une expédition côte à côte, quoi, en parallèle. Chacun y prenait plaisir, lui pour voir la nature, vivre un peu sur le terrain, moi pour rencontrer des gens et justement aller un petit peu à la pêche aux informations, puis justement chercher l'Almasty parce que c'est l'occasion pour moi de vivre une Alors, aventure à laquelle je rêvais depuis très très longtemps. alors, est-ce que tu me dis quand je dois lancer la présentation Oh, ouais, Eric, tu peux bon, lancer le PPT. Ah, ouais, voilà, voilà. comme ça je pourrais, Alors, voilà. bon, moi je vais te poser une question quand même. Ouais. Je vais m'effacer parce qu'on n'a pas besoin de voir ma tête. Dis-moi, l'Almasty, c'est quoi ça en fait? Bah là, l'Almasty, c'est un nom, bon, c'est devenu un petit peu un nom commun dans tout le Caucase. Hein, mais bon, ça vient quand même, c'est surtout un nom, je crois, Kabard-Balkar. Et bah maintenant, tous les Caucasiens, tous les Caucasiens utilisent ce mot Almasty, qu'on soit en Karachevo, Tcherkassy, au Daghestan, ou tout le monde connaît l'Almasty. Sinon, les Russes, eux, utilisent plutôt le mot Yeti ou homme sauvage. En général, c'est homme sauvage ou Yeti. Parce que Et c'est aussi le c'est terme un de. hominidé inconnu. C'est un hominidé inconnu. On a des milliers de témoignages, hein, de rencontres, de gens qui en ont vu. Et ça date depuis quand même maintenant, depuis au moins plus d'un siècle. Ah oui, justement, j'ai oublié de dire quand même que aux gens qui nous écoutent de rester jusqu'à la fin parce que effectivement, tu m'as donné à leur offrir un petit PDF avec quelques-uns de tes témoignages de gens que tu as Oui, rencontrés. voilà, voilà, c'est Donc, des témoignages vraiment intéressants, quoi. Parce que là, ce sont des donc, témoignages, c'est pas des témoignages que j'ai récupérés sur des bouquins, c'est des témoignages que voilà. j'ai récupérés in situ avec des gens. Donc, moi, j'offrirai cela aux gens qui resteront jusqu'à la fin. Si, bon, bah, s'ils quittent dans 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure, bah, ils n'auront pas le PDF et c'est tant pis pour eux. Et ouais, Ah oui, les donc vilains. c'est des nouvelles, c'est effectivement des témoignages que personne n'a jamais vus, entendus, lus, nulle part, ni dans la presse, ni dans un bouquin, ni rien. Donc, c'est, je crois, assez intéressant. Bien, là-dessus, eh bien, on va continuer, hein. Allez, je te laisse la Voilà. parole. Donc, comment dire? Donc, c'était fin 2012. Hein, je vais revenir un petit peu au début de cette démarche-là d'investigation et de recherche de l'Almasty. Donc, fin 2012, j'ai un ami qui avait vécu longtemps en Russie et qui lui était, je crois qu'il était en Russie d'ailleurs à l'époque, et qui m'a proposé il s'embêtait, bon, c'était un rentier, hein, un ancien banquier, là, et il m'a proposé de monter une expédition, d'aller tous les deux faire une expédition. Alors moi, je lui ai proposé, étant plongeur à l'époque, je lui ai proposé quelque chose que je maîtrisais bien. Je lui ai dit, on peut faire une expédition, par exemple, vers Bornéo, quelque chose qui sortait un peu de l'ordinaire, là. Et, moi, je pensais à des sous-marins hollandais, d'ailleurs, qui avaient été coulés par les Japonais. Et puis lui, il n'était pas du tout plongeur. Il me dit, non, non, moi, je suis en Russie, je maîtrise bien la Russie, le sud-est asiatique, je connais un peu, j'aimerais bien faire une expédition en Russie, mais sur quoi, où on pourrait aller? Donc moi, bien sûr, je lui ai dit tout de suite, j'ai percuté, je dis, ah, mais on pourrait aller chercher l'Almasty. Alors, il y a eu un petit silence, il me dit, qu'est-ce que c'est que l'Almasty? C'est quoi? Je lui ai expliqué, bon, c'est un bipède, un hominidé inconnu qui vivrait dans le Caucase, et puis par extension, avec d'autres noms dans toute la Russie, quoi. Donc il m'a dit oui, pourquoi pas, dans le Caucase. Et après, il me dit ouais, ouais, c'est intéressant, on pourrait faire ça, partir un mois et demi dans le Caucase.
Lui, il y croyait pas du tout à l'Almastie, hein. Il y allait vraiment pour prendre un bol d'air. Et puis moi, je me suis dit, bon, bah, quitte à aller chercher de l'Almastie, je recommence à plonger un peu dans les écrits et je rencontre Marie-Jeanne Kaufmann, qui avait 93 ans à l'époque, qui a accepté de me rencontrer malgré son grand âge. Et j'ai discuté avec elle, donc c'était une dame charmante, et Marie-Jeanne Kaufmann, c'est la spécialiste de l'Almastie, parce que c'est une femme vraiment formidable, vraiment une femme admirable même et très courageuse. Et elle, j'ai rencontré, j'ai discuté avec elle, et puis j'ai dit est-ce qu'il faudrait aller en Cabarnéo-Balkarie, puisque c'était elle avait fait beaucoup de recherches, surtout elle s'était fixée un moment en Cabarnéo-Balkarie dans le Caucase. Oui, Et elle me tout à dit non, fait. non, elle me dit non, vous mettez votre doigt sur n'importe quel endroit de la Russie et vous pouvez avoir la chance de rencontrer un Almasty ou pas. Pour avoir des gens qui l'ont rencontré. Alors bon, je pars avec ces informations. La Russie, c'est grand, hein, c'est pas la Bretagne. Et donc, arrivé avec mon copain, on dit on pourra aller comme ça. Donc, on cherche un peu, on surfe sur Internet. Et là, on tombe sur quelque chose qui lui l'intéressait parce qu'il est plus archéologue que cryptozoologue. Et lui, on regarde, et on trouve toute une histoire sur la grotte de Denisova dans l'Altaï, avec la trouvaille d'une troisième espèce d'homme préhistorique inconnu, l'homme de Denisova. Et donc, c'était une zone à explorer au sud du kraï, comment dire, de l'Altaï, et pas très loin du Kazakhstan. Alors on se dit, bah oui, ça serait intéressant, ça serait un bon départ, lui, parce qu'il verrait des fouilles archéologiques, donc ça l'intéressait. Puis moi, la grotte de Denisova, je me disais, moi, une troisième espèce d'homme préhistorique inconnu, est-ce que ça pourrait pas être justement la base de l'Almacie? Est-ce que les Almacies seraient pas les descendants de l'homme de Denisova? Donc je partais quand même avec très très peu d'informations, mais bon, toujours l'espoir, mais c'était une bonne base de départ. Donc on est parti là-bas, on est parti de la fin mai à la fin juin, on est parti un mois comme ça, avec des petits, bon, quand j'enlève les 4 jours pour aller là-bas, les 4 jours de retour, parce qu'on était parti en train. Donc on est parti un mois sur le terrain, et on est parti direction la grotte de Denisova, on est parti fin mai. Donc vers la grotte de Denisova, donc là il y a tout un périple. Bon, je vais pas m'étaler sur ce périple. On peut aller partout. Juste une petite aparté, on peut aller partout en Russie. Mais bon, des fois, c'est difficile, mais on peut aller partout. On trouve toujours un taxi, on trouve toujours des gens qui vous emmènent, bon, où il y a à la limite, il y a un hélicoptère. On peut aller partout. Donc, mais pour aller à la Tu n'as grotte de plus besoin, tu n'as Denisova, plus besoin, tu n'as plus besoin de passeport, de laisser passer des trucs comme ça. non, 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 Ah, non, c'est c'est un fini ça. pays, non, non, c'est fini, ça, c'est un pays tout à fait libre. Ce qu'il faut, c'est que, D'accord. bon, ils ont fait, à l'époque, il y avait pas ça, mais depuis, ils l'ont fait. C'est qu'on arrive à Moscou, ou Saint-Pétersbourg, n'importe quel site en Russie, au début de son périple, il faut s'inscrire, aller dans un commissariat ou dans un hôtel. Ils vont remplir un papier, comme ça, bon, ils voient où vous êtes, quoi. Mais après, une fois qu'on a rempli ce document administratif, on va où on veut, quoi. C'est pas, on n'a pas, c'est un pays à la limite presque plus libre que certains pays d'Europe. Ah Donc on se bon. balade partout en Russie, on n'a pas de problème. Ah bon. Et puis la criminalité est nettement moins importante que dans certains pays d'Europe occidentale aussi. Ah, Donc c'est bien. la Russie, c'est un pays tranquille et moi, j'ai jamais eu de problème en Russie. Et le copain qui a vécu 14 ans n'a jamais eu de problème non plus en Russie. Donc Ah on bon. part, comment dire, et pour revenir là, on arrive, la base de départ, c'était un petit, bon, on arrive à la grotte de Denisova. Et comment dire, on arrive comme ça, donc on se pointe, la grotte de Denisova, le copain archéologue amateur, et puis moi passionné, intéressé par l'Almastie. Et puis moi personnellement, j'y vais aussi une aventure quand même. C'était pas la première fois que j'allais en Russie, mais la première fois que j'allais en Russie aussi loin, comment dire, sur le terrain. Et ton Parce ami, il que, parlait russe? ouais, il parle russe couramment, puis il est marié à une russe. Ah ouais, d'accord. Donc, il y avait pas de souci. Et moi, je parle plus russe. Moi, je parlais 5 mots, 5, 6 mots que j'avais appris pour la plongée sous-marine, puis des gros mots. En général, c'est ceux qu'on retient, les mauvais mots. Et ça, avec des amis russes, quand j'avais été plongé ou quand eux venaient aussi en France. Moi, j'avais participé à deux expéditions de plongée en mer Noire, là, en Crimée. Mais enfin, bref. Donc, on arrive à la grotte de Denisova, puis nous, dans notre esprit, on se disait, ben, on va dormir dans la grotte. Ça nous fera, au lieu de sortir nos bâches, parce que j'avais acheté 2 bâches militaires de l'armée, là, chacun sa bâche, on se disait, bon, on va tendre ça, et puis on Mhm. dormira chacun sous une bâche, quoi. Je me disais, bon, on va faire ça à la bonne franquette, ça sera sympa, quoi, à la dure.
Et puis donc on arrive dans à la grotte de Denisova, il y avait personne sauf une gardienne, parce qu'il y a une petite maison à l'entrée de la grotte et il y a une dame qui surveille. La brave dame nous dit bah non, vous pouvez pas dormir dans la grotte, c'est un site archéologique. Bon, il y a que des Français pour croire qu'on peut dormir sur les sites archéologiques. Et puis mais par exemple, vous pouvez visiter, il n'y a aucun problème. Vous passez 1 heure, 2 heures, vous visitez. Et, bon après il n'y a pas grand chose à voir. Rien. Non, 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 rien, rien. Elle m'a dit, vous visitez, mais restez pas dormir, après vous partez. Donc, on était là en train de visiter la grotte, et puis il y a 3 jeunes filles qui arrivent, sympathiques, qui visitent la grotte, tu vois, vous êtes français, tout, blablabla. Elle dit, bon, ben, restez pas, venez dormir, et on travaille dans un élevage de cerfs marals. Bon, c'est des grands cerfs, les plus grands cerfs d'Europe, et qui sert, les éleveurs leur coupent les bois, pour faire, et ça sert pour la pharmacopée coréenne principalement. Non, 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 c'est des cerfs marals, des grands cerfs, et ça sert pour la pharmacopée coréenne. Les Coréens sont friands de ça a plein de propriétés. Bon, ouais, j'ai testé, ça m'a pas transformé radicalement, hein. Je suis toujours aussi mauvais qu'avant, mais bon. Et comment dire donc, si tu veux qu'on continue avec les DIA, il faut que tu le dises. Oui, c'est ça. Donc voilà, la grotte de Denisova est à gauche. Donc c'est une jolie grotte comme ça. Et l'Altaï, l'endroit où on était là, vers Ouskan et Tchornéanouille, c'est truffé de grottes. C'est vraiment, bon déjà c'est magnifique, c'est un endroit magnifique, et c'est vraiment truffé de grottes. Donc nous, on a passé donc notre première nuit dans ce centre de cerfs marals, dans des vrais lits, et on est resté quand même un jour ou deux, histoire de discuter, prendre la température avec les gens. Donc le lendemain, moi, le collègue Henri, lui, il part faire une balade, comment dire, une petite reconnaissance à cheval avec 1 ou 2 cavaliers. Moi, comme je suis vraiment très très mauvais cavalier, je me suis dit, je m'abstiens, je vais pas commencer le séjour avec une jambe cassée. Donc moi, je suis resté discuter avec les gens, puis regarder un petit peu l'élevage des cerfs marals, s'ils leur coupaient les bois. C'était vraiment intéressant. Et puis après, ben, on est parti, quoi. On a pris nos sacs, on avait acheté des soupes chinoises lyophilisées, du fromage, c'est une sorte de fromage russe, là, très très salé. Ça ressemble à des spaghettis, ça fond pas. On peut le mettre dans la casserole, ça fond pas, ça se caramélise, mais bon, ça se garde. On peut garder ça 2 ou 3 semaines. Donc on peut arrêter notre fromage, quelques biscuits comme ça, une bouteille de vodka quand même, parce que on sait jamais, il faut du désinfectant. Et puis et on part. On va vers le haut de la montagne, mais auparavant quand même, moi je disais à mon ami Henri, je dis mais questionne les gens sur l'Almacie, parce que moi je pensais qu'à ça, quoi. J'étais axé sur l'Almacie. Et lui il osait pas trop, il avait peur du ridicule. Puis à un moment, bon, on a dit on dit aux gens qui étaient là, c'est vraiment des cow-boys, hein. Les gars ils sont très camouflés, ils sont sur des chevaux, mais c'est des cow-boys, hein. C'est pareil, c'est des gens qui vivent durement, c'est vraiment des durs. Et on dit on va aller dans la montagne, on va aller tout en haut, quoi. Et là-haut, il y a une petite montagne, ils appellent ça la montagne des Almasties. Alors, bon, ils appellent ça la montagne des hommes des bois, mais bon, pour nous, c'était la montagne des Almasties. On dit, mais c'est intéressant, ça, nous, on va aller là, quoi. Et puis les Altaïens, eux, ils vivent dans la vallée, et puis ils nous disent, ah non, non, faut pas aller là-haut, c'est dangereux, faut pas aller là-haut sans armes. Bon, et pourquoi? Il y a des loups? Non, il y a pas les loups. Les ours? Non, c'est pas les loups, mais il se passe des choses, quoi. Il se passe des choses, dites-nous quoi? Mais non, 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 il faut pas aller là-haut, quoi. Donc, bon, c'est bizarre, quoi. Mais nous, on voulait aller là-haut, donc on part là-haut. Donc, vous voyez, on arrive au sommet de cette montagne. C'était pas très très haut, hein, je sais plus combien ça faisait. Je crois que c'était 1600 mètres ou quelque chose comme ça, ou 2000 mètres, même pas 1600 mètres. Et puis, bon, on a plein d'aventures parce qu'on a mis quand même 2-3 jours pour aller là-haut, donc il se passe plein de choses. Et puis, on cherchait un sanglier qui avait été tué par un ours que le copain Henri avait vu la veille là, et puis on l'a jamais trouvé parce qu'après dans les forêts, tout se ressemble. Et une fois arrivé là-haut, là, je me suis rendu compte, j'ai vu une immensité végétale. On était en haut, puis on voit une immensité végétale, des forêts à n'en plus finir. Et là, je me suis rendu compte, je me suis dit, l'Almacie doit être dur à trouver quand même, parce que là, on n'est plus dans une forêt européenne, c'est immense, quoi. Et puis donc, et là, ce qui est intéressant, là, je passe à la deuxième, c'est, bon, je vais revenir un petit peu, j'ai quand même, faut raconter une petite anecdote. C'est la première nuit qu'on a passé arrivé sur cette montagne, là, dont le sommet, là, cette montagne des Almasties, je l'appelle comme ça, mais c'est la montagne des hommes sauvages. Quand on est arrivé là-haut, la première nuit,
C'est vraiment étonnant. On a entendu une créature, c'est vivant, c'est sûr, c'est vivant, ça se déplaçait, et c'était comme des coups de gourdin, mais très très forts, des coups très très forts sur des arbres. Donc il faisait nuit, la nuit tombait très tôt, et on a entendu, et ça s'est déplacé autour du campement. Et bon, c'était un petit peu inquiétant, parce qu'on se disait, qu'est-ce que c'est que cette créature qui donne des grands coups comme ça, mais c'était très puissant, hein. Peut-être des coups de cailloux, ou des grosses pierres, mais je pense que c'était un gourdin, on aurait dit le bruit bois contre bois, mais très très puissant, c'était pas un bâton, hein, c'était vraiment un gros gourdin. Puis bon, ça a duré peut-être une minute, puis après c'est parti. Donc évidemment, mon copain lui s'est endormi, il ronflait, et moi j'ai pas dormi de la nuit. Donc je m'attendais à sentir une main toute velue qui se posait là sur ma gorge. Et mais bon, donc c'était vraiment très très curieux quoi. Et là, on a vécu une dizaine de jours en haut, et ensuite on est revenu, parce qu'on n'avait plus de vivres. On est revenu au centre Maral. Il y avait un petit productif. Donc un productif, c'est une petite épicerie en Russie. En général, il y en a partout dans les villages. Donc, on a refait le plein de soupe, de fromage, on est reparti. Là, du jour, on avait perdu quand même 2-3 kilos, hein, 10 jours là-bas sur le sommet. Et puis bon, on cherchait, hein, on investiguait, il n'y avait pas beaucoup de grottes, mais on investiguait quand même à droite et à gauche. Donc on a fait 2 séjours comme ça en hauteur. Et après, on s'est dit, on va changer de zone. On avait fait un petit peu le tour du sommet là, et on va descendre de l'autre côté de la rivière. Il y avait une rivière qui s'appelle la rivière Anouilh. Et donc on était au sud au départ, et puis là on est redescendu pour aller, on est au nord, puis on est redescendu pour aller au sud de la rivière. Et là on a trouvé une grotte, c'était vraiment truffé de grottes, hein, c'est un endroit truffé de grottes, et là on s'est dit, on va explorer toutes les grottes. Parce que, bon, moi, le copain, c'est pour voir s'il n'y a pas un vestige archéologique, quelque chose. Lui, il rêve toujours à la tombe avec un chevalier, des calices. Et alors que moi, bon, ce qui m'intéressait, c'était de trouver soit un almasi vivant, ça serait le rêve, le rencontrer au moins, soit trouver des vestiges, quoi, des ossements, un animal mort, des empreintes aussi, quelque chose qui prouve l'existence quand même de la créature. Donc, on a vécu dans une grotte comme ça là, pendant une dizaine ou même une quinzaine de jours, peut-être une dizaine, ouais, 10-12 jours. Et là, bon, on a exploré à droite, à gauche. On a rencontré aussi un Pavel Parfenyov, donc c'est une sorte d'homme des bois, qui lui est passionné aussi d'Almaty, puis qui cherche, qui a déjà vu des empreintes comme ça, puis qui passe son temps dans la montagne, qui cherche, qui lui est persuadé, et, ayant vu des empreintes, lui est persuadé de l'existence d'une créature, d'un bipède comme ça, inconnu, au moins dans l'Altaï. Et là, cette première expédition, ça me fait prendre conscience quand même qu'il est très dur pas de faire une expédition, parce que ça, dormir par terre, comme ça, même quand il fait froid, même quand il pleut, c'est facile. Non, ce qui est très dur, c'est de communiquer avec les gens. Quand on parle pas la langue, c'est très dur. Et en plus, les gens communiquent pas facilement. Ils vont pas se livrer comme ça. Il faut les fréquenter. Donc, il faut plusieurs jours comme ça avec eux pour qu'ils vous fassent confiance et commencent à se livrer un petit peu. On peut pas les questionner de but en blanc. Sauf qu'on a affaire à des scientifiques. Par exemple, à un moment, on a été à Ouskan, il y avait un petit musée comme ça d'ethnologie. On a demandé à la dame qui s'en occupait, bon, c'est une dame qui avait fait des études aussi d'ethnologie, et elle, on lui a parlé, on dit, vous croyez à l'existence d'hommes sauvages, d'Almaty, bon, et là, c'était une scientifique. Et là, on a eu déjà, tout de suite, les scientifiques, eux, disent non, ça n'existe pas. Ils ne sont jamais penchés sur la question, ils vont pas dans la montagne, tout ça, mais disent non, ça n'existe pas. Mais par exemple, il y a des légendes qui datent de très très longtemps, justement, sur des hommes sauvages qui enlevaient des enfants, qui enlevaient des femmes. Donc dans l'imaginaire un petit peu collectif quand même russe, il y a quand même toujours des histoires d'hommes sauvages comme ça. Ben, elle nous avait dit non, alors que les gens qui étaient sur le terrain, là, les cavaliers, les éleveurs, et puis le gars Pavel, lui pour eux c'était non, ça existe, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Bon, donc on est rentré, moi avec une première expérience très très intéressante, parce que j'ai vu ce que c'était de vivre comme ça sur le terrain pendant un mois, ça me changeait un peu de la plongée. On s'est dit, on va refaire une expédition 2014. Le copain était content aussi, ça s'était bien passé. Et là, on s'est dit, 2014, on va changer. Et le copain, il me dit, j'aimerais bien moi, chercher des fossiles. Je dis, oui, on peut toujours faire les deux. Hein. On peut toujours chercher. Il y en a un qui cherche les fossiles, puis l'autre, il est avec les jumelles, il cherche les empreintes, il regarde. En plus, l'Almasty est curieux. Il peut très très bien venir voir des gens qui cassent des pierres pour trouver des fossiles. Donc c'est pas du tout incompatible. Hein. Donc on parle en 2014, on est parti en mai.
Et là, on est parti dans le Caucase. Donc, on est parti dans, comment dire, près du dans le kraï de Krasnodar, et dans un petit village qui s'appelle Gouamka, qui est réputé pour avoir une population d'ours assez importante. Alors c'est pareil, nous on arrive dans le village, Gouamka, il y a 2-3 statues avec des ours en bois, bon c'est joli, c'est folklorique. On se dit, oh, des ours, oui, c'est peut-être touristique, quoi. Non, non, voilà, donc les ours, non, non, il y en a vraiment, quoi. C'est la première fois, là, on était confrontés vraiment au problème des ours, puis qui n'est pas réellement un vrai problème, mais bon, ils sont là, il faut quand même être relativement prudent. Donc, on était dans un biotope complètement différent, mais toujours avec beaucoup de végétation, il y a beaucoup de ruisseaux, de rivières, et puis, toujours très difficile d'accès. Parce qu'à chaque fois qu'on part dans des coins perdus, comme ça, on se heurte aux difficultés d'accès. On arrive dans les villages, mais après, c'est grand, c'est vaste, et on voit par exemple comment dire, un champ de l'autre côté, à l'autre côté du rivière, on voit un champ, on se dit, ah, bah, c'est facile, on va monter, on va en baver un petit peu, on va monter, et puis on s'aperçoit que quand on est dans le champ, les herbes, elles font 1 mètre de haut, il y a des touffes énormes, on patauge, et puis c'est la progression à pied est très difficile. Et c'est pour ça que beaucoup de gens dans le Caucase utilisent des chevaux. Et donc là, on a cherché nos fossiles. Moi, ça m'intéressait. Bon, on a rencontré des ours. Hein. On a un qui a couru la nuit au début à côté de ma tente, donc ça réveille. On a eu de la petite lampe là, Décathlon à 2 francs 6 sous, en train de tourner la manivelle pour éclairer un petit peu. Bon, le couteau, il paraît petit quand même là. Hein. Et après, bon, on a plusieurs fois, on a vu des ours, donc c'était intéressant. Et on a rencontré aussi ce jour-là. Enfin, à cette période-là, c'était en mai, on était parti en mois. Et là, on avait rencontré un gars qui s'appelait Sergueï, j'ai oublié son nom de famille, qui s'appelait Sergueï, c'est un chercheur de fossiles. Alors bon, le gars, il payait pas de mine, il est plus dedans, il était tout maigre, il avait un sac à dos qui naille des cordes. Mais le gars, c'est un ancien ingénieur aéronautique, donc c'était quelqu'un qui avait certaines connaissances, un certain bagage quand même scolaire. Et lui, bon, on n'a pas discuté tout de suite d'Almasty. Et le copain lui dit, j'aimerais bien trouver des fossiles. Et lui, c'est spécialiste des fossiles. Ben, il dit, rendez-vous le lendemain. Il nous dit, suivez, vous allez me suivre. Je vais vous emmener voir une petite rivière secrète. Et c'est là où je trouve des ammonites. Alors bon, il nous a baladé 2-3 heures pour être sûr qu'on ne retrouve pas le chemin. Alors que bon, évidemment, on n'aurait pas été balancer la position de sa rivière secrète sur Internet. Et puis là, pendant que le Sergueï et puis l'ami Henri là, cherchaient leurs ammonites, moi j'explorais le long de cette petite rivière. Donc ça faisait à peu près 3-4 mètres de large, il y avait 10 centimètres d'eau. Et puis tout d'un coup, je suis tombé sur une empreinte, quoi, une énorme empreinte de pied nus, un pied droit. Et j'ai photographié, et ça faisait à peu près comme ça, j'avais mesuré avec ma main, donc ça faisait entre 40, je dirais 40-45 cm de long. C'est très 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 grand, c'était dans la boue. Et alors, la largeur bon, la largeur, ça devait faire une main, un peu, maximum, à peine une main, ça devait faire, je dirais, 18 cm à peu près. 18 cm de large sur 45, ouais, sur 40-45 cm de long. Et bon, après, c'était comme dans la boue, hein, donc on peut se dire le pied il s'enfonce, ça s'élargit, et bon, il y a des centimètres, le pied doit avoir quelques centimètres en moins quand même. Hein. Et ouais, c'était assez étonnant. Après, il pleut beaucoup aussi. Il pleuvait tous les jours. On avait de la pluie, c'était effrayant, quoi. Donc c'est pareil, la pluie érode un petit peu toutes les formes, toutes les bordures. Donc le pied il paraît très grand. Si ça se trouve, il est un petit peu plus petit, quoi, quelques centimètres. Là, c'était vraiment très grand, quoi. Donc moi, j'appelle Sergueï, l'ami Henri. Je dis regardez, j'ai trouvé un pied. Je fais des photos et bon, déjà le copain, lui, ça l'interpellait. Il se dit bon, c'est quand même curieux là. Les gens marchent pas pieds nus dans le Caucase, surtout des endroits comme ça. Il y a des épines, des rochers, c'est impraticable sans chaussures. Et puis le Caucasien, là, Sergueï, il regarde, puis on lui demande qu'est-ce que c'est. Et lui, il me dit, bah, je sais pas, ça doit être en Almasty. Je dis, ça doit être en Almasty. Puis là, hop, la conversation démarre. Alors, le copain lui dit, t'en as vu? Il me dit, non, j'en ai jamais vu, mais bon, j'ai des amis qui sont chasseurs, ils ont vu des choses comme ça, surtout des empreintes, et puis des choses bizarres, des fois, hop, une créature qui part, des trucs qui disent, on a l'impression d'être observé, et lui, il y croyait, quoi. Puis là, c'est pareil, c'est un homme des bois, il dit pas, ça existe pas, il dit, c'est en Almasty. Donc, bon, on part avec cette information, puis plein de choses. Donc là,
à chaque expédition, en quelque sorte, on peut dire qu'il y a des nouvelles informations qui nous confortent, enfin qui me confortent moins, dans l'idée de l'existence de cette créature un petit peu mythique ou inconnue. Donc en 2015, on refait une expédition dans le Caucase. Là, à chaque fois aussi, bon, on s'équipe mieux qu'avant, surtout moi, parce que je partais comme un guignol. Et donc j'étais bien équipé. On avait acheté aussi des petites tentes monoplaces parce qu'il pleut beaucoup. Et puis les bâches, tout ça, on avait froid. C'était vraiment la grosse galère. Ce qui est bien en Amazonie, c'est pas bien dans le Caucase. Donc là, on repart aussi dans le Caucase. Et là, on va en, comment dire, en Karachayevo-Tcherkassy. Bon, c'est le hasard, hein. Moi, je voulais aller en Kabardino-Balkarie, puis lui, il me dit, bon, non, ça serait, on va essayer là, il y a un village, là, ça a l'air complètement perdu sur Google Maps, et le village s'appelle Rassaout, et à côté de la rivière du même nom. Bon, on se dit, on va aller là, puis de toute façon, c'est vraiment frontalier, on traverse la rivière, on est en Kabardino-Balkarie. Et ce qui m'intéressait moi, en plus, c'est que là, il y a la réserve biosphérique du Caucase, c'est une énorme réserve, où les animaux sont protégés, donc il n'y a pas de chasse. Donc c'est le terrain rêvé pour des almasties. Et là, l'altitude moyenne, c'est 2500 mètres quand on est en haut, puis on voyait l'Elbrouz. Donc nous, on avait été un petit peu en haut. Donc et là, j'ai recueilli quelques témoignages, pas tout de suite, hein, parce qu'il a fallu boire descendre quelques bouteilles de vodka avec les locaux. Et après, bon, c'est pareil, le contact est établi, les gens commencent à parler, on a des témoignages, et là, c'était vraiment intéressant. C'est intéressant. Et puis, nous, là, on a exploré surtout des grottes. Hein, on était sur le terrain, bien sûr. On a exploré des grottes et on a trouvé beaucoup d'ossements humains. On a dû trouver une dizaine de squelettes comme ça à droite à gauche. Et moi, ça m'intéressait parce que bon, si on trouve des squelettes d'hommes, bon, c'est vieux, très vieux. Hein, ça appartient au Parthes, au Scythes, au Alain. Donc c'est très très vieux. Hein, c'est des 3-4 millions avant Jésus-Christ, des vieilles tombes. Et on trouvait ça, on se disait, bon, à un moment, j'ai peut-être trouvé quand même déjà un almasty vivant, il va peut-être venir nous voir, hein, si la fin, là, on faisait quand même des bonnes soupes chinoises, là. Et puis il y avait à boire aussi un petit peu, là. Donc on disait toujours, moi je me disais, un almasty va venir nous voir, quoi, parce que ça, c'est une créature qui est curieuse. Et aller courir, chercher les almasties, non, c'est difficile, hein, je pense pas qu'on puisse les voir, sauf coup de chance. Par exemple, qu'un almasty vienne nous voir, là, ça serait beaucoup plus probable. C'est ce qui arrive le plus souvent, d'ailleurs. Et puis un soir, alors là, c'est là, justement, un soir, comme ça, la nuit tombait, il avait plu. On avait une sorte de, c'était assez hallucinant, c'était réglé comme du papier à musique. Le matin, il faisait beau, vraiment au soleil, tout, donc on se levait à 5-6 heures du matin, là, pour faire nos investigations dans les grottes. Et puis à partir de midi, c'était la pluie. Donc là, on avait tendu aussi une grande bâche pour être à l'abri, faire notre petite tambouille. Et là, il y avait de la pluie jusqu'à peu près 6 heures du soir, 18 heures. Et là, le soleil revenait un petit peu, donc il y avait une accalmie. Nous, on était sur les hauteurs, on voyait la rivière Rassaout en bas, là, et la rivière Mouchta aussi, petite rivière là, qui nous séparait de la Kabardino-Balkarie. On voyait l'Elbrouz après quand la brume s'en allait. Et là, un soir, on était là, on se faisait une soupe, on discutait, la nuit tombait, mais il n'y avait pas totalement, il faisait pas encore nuit. Et tout d'un coup, on a entendu une créature qui criait en bas, au niveau de la rivière, mais un peu de l'autre côté de la vallée, là. Donc, pas très loin, un vol d'oiseau, on a 300-400 mètres, hein, et un cri très très puissant, et très, très humain. Au début, on s'est dit, tiens, quelqu'un est tombé, s'est cassé la jambe et appelle à l'aide. Parce que ça avait vraiment une connotation humaine. Alors, c'était puissant, c'est vraiment très, très puissant. Un homme n'aurait pas pu crier aussi longtemps et aussi puissamment. Et ça s'est fini sur une note très, très mélancolique, très triste. C'était assez poignant, même la fin de ces cris, c'était assez poignant. Et là, même mon ami Henri, qui lui est très rationnel, qui croyait pas à ça, il me dit, je vais finir par y croire à tes bêtises, parce que c'était vraiment surprenant. Et il me dit, t'y vas, toi, tu vas voir, en rigolant. Ben, je dis non, vas-y, toi, parce qu'il nous fallait 1 heure pour descendre, on pouvait pas y aller la nuit, on aurait eu un accident, c'est un terrain praticable. Et donc, on est resté sur cette note, on a entendu une créature qui a poussé des cris comme ça, et c'était à la fois humain et puis trop puissant pour que ce soit un homme, mais c'était vraiment très bizarre. Et on est revenu, après on partait, hein. Quand on est revenu au village de Rassaout, on discutait comme ça, on était resté 2 jours, je crois, au village, discuter avec les gens qu'on connaissait, avec qui on avait fait contact, là. On a un éleveur qui s'appelle Tataran, et
Et comment dire, on a discuté un petit peu, puis lui nous dit, bah, il y a des gens qui étaient là aussi, on en a deux, trois, il nous dit, bah, ça doit être un almasty, quoi. Bah, donc, et hop, on a enchaîné la conversation sur les almasties, et eux, ils avaient quand même quelques témoignages sur les almasties. Malheureusement, on partait le jour d'après, et puis il y en a un qui voulait que j'aille voir son père avec lui pour qu'il me parle des almasties, parce qu'ils étaient dans le village de Rassaout. Avant la guerre, il y en avait beaucoup, et son père était assez vieux, et il y en avait toujours après la guerre, mais beaucoup moins. Donc c'était intéressant. Et après, là, comment dire, l'année suivante, là, en 2017, non, c'est pas l'année suivante, c'est l'année 2 ans après, parce que j'avais eu un petit souci de santé, moi, et donc j'avais été à l'hosto me faire réparer. Donc en 2017, le copain bon, qui avait des enfants en bas âge, le copain Henri, me dit bon, je peux pas trop m'échapper, on partirait une semaine seulement. Bah, une semaine dans le Caucase, ça fait beaucoup. On fera rien, quoi. Une semaine, on fera rien. Déjà, je voyais en un mois, c'était insuffisant pour faire vraiment des grosses investigations. Je me dis bon, bah, je vais aller voir une amie au Kazakhstan qui est biologiste en plus, et je me dis Irina Pak. Et puis, comment dire, j'ai envoyé, voilà, c'est le genre de choses. Je fais un petit retour en arrière, mais c'est le genre de choses qu'on trouve dans les grottes dans le Caucase si on commence à explorer des grottes. Donc, on voit beaucoup de vestiges humains. Et voilà, je me dis, je vais aller la voir au Kazakhstan et on va aller explorer un petit peu sur le sud-est, puisqu'elle était à Almaty. Je me dis, on va à Almaty, pas Almaty, hein, Almaty, l'ancienne capitale du Kazakhstan. Elle est biologiste, et puis on va aller voir des gens là, un petit peu à droite et à gauche. Et on va aller explorer la réserve naturelle du lac Colsès, une grande réserve naturelle qui est à 2850 mètres d'altitude. À côté, il y a le lac Kendi qui est magnifique. Donc là, vous avez la photo du lac Colsès, c'est très très sauvage. Et là, ah oui, ça c'est une autre photo, ça c'est des petits hiéroglyphes qu'on a été voir après sur le site Tamgali. Au début, on a fait ça. Donc on va sur la réserve naturelle du lac Colsès, quelques jours là. Et puis on questionne des gens, on questionne des locaux. Les locaux, bon, les hommes sauvages, ça les faisait rire un peu. Hein. On disait, ouais, vous avez déjà vu les hommes sauvages. Et puis bon, on n'avait pas de, c'était chou blanc. Hein, personne. Les gens nous disaient tous, oui, ça existe. Alors les gens ne disaient pas, ça n'existe pas. Hein. Là, c'est pareil. On a eu des éleveurs, des cavaliers, des gardes. Ils nous disent pas, ça n'existe pas. Ils nous disaient non, c'est le nord. Le nord-est, c'est plus au nord, c'est l'Altaï. Parce qu'il y a une partie de l'Altaï comment dire, au Kazakhstan. Alors bon, l'Altaï, je l'avais fait en 2013 avec Henri. Et donc, ça se recoupait un petit peu, quoi. Quand on est dans l'Altaï, les Russes disent oui, il y a quelque chose, mais bon, c'est un petit peu bizarre. Et puis qu'on était au sud, là, au Kazakhstan, les gens nous disaient non, il faut remonter vers le nord, vers l'Altaï. Et puis là, quand même, on était là à un moment, on voit l'inspecteur en chef des gardes, comment dire, et bon, c'est lui qui chapeaute toute la réserve naturelle du lac Colsay. Et même ma copine, Irina Pak, elle n'hésitait pas à demander aux gens. Elle y allait, bille en tête, oui, ou des hommes sauvages, vous avez déjà entendu parler de ça. Et les gens, les Kazakhs, les Khazars, eux, parlent de Yéti. Ils parlent pas d'hommes sauvages, de Yéti. Donc c'est Yéti, bon, pour eux, ça n'a aucun rapport en vrai avec l'Almasty ou un hominide hérolique au Kazakhstan ou en Russie, mais bon, c'est un nom commun maintenant qui est venu, que tout le monde utilise un petit peu en Russie, puis Kyrgyzstan, au Kazakhstan. Et le chef, là, le responsable des gardes, donc qui a tous les gardes là, sous ses ordres, lui nous dit non, moi, l'homme sauvage, j'ai eu le cas. Il nous raconte une histoire que j'ai mis un petit peu d'ailleurs, j'ai pu détailler dans, dans le petit cadeau de fin de conférence. Donc je vais peut-être pas trop le dire, mais bon, Non, toujours est-il. Voilà, toujours est-il que lui, il avait un témoignage super intéressant qui m'a conforté quand même dans l'existence d'une créature, d'un hominidé inconnu dans cette zone du Kazakhstan et puis de la Russie, quoi. Et après, on est revenu. Et là, j'ai voulu avoir une démarche un peu plus rationnelle, un peu plus scientifique. Parce que je me méfie des scientifiques parce que pour en avoir rencontré avant, ils disent toujours non, ça n'existe pas. Curieusement, ils n'ont jamais étudié le phénomène ou la question, mais la plupart vous disent non, ça n'existe pas. Donc, c'est assez typique des scientifiques d'être toujours dans le négationnisme, ou au moins ils se penchent pas sur la question. Donc, pour moi, si vous n'avez pas étudié le
le sujet, ne donnez pas votre avis. Et donc là, on a été au département de biologie de l'université, là, Al-Farabi, puis après au musée central d'État, où il y a un département d'ethnologie aussi et d'archéologie. Et on a rencontré des scientifiques. À chaque fois, c'était la même réponse, non, ça n'existe pas. Donc, donc c'était un petit peu là, alors qu'on a vu le témoignage quand même des témoignages, surtout celui de l'inspecteur général des gardes de la réserve, qui était vraiment quand même assez édifiant quelque part. Et donc après en 2018, là, bon, le copain Henri, bon, les enfants étaient un peu plus grands, puis il avait toujours un besoin un petit peu de se détendre, de prendre l'air, et puis il était avide aussi de vivre des aventures comme ça sur le terrain. Il me dit, j'ai fait connaissance à Moscou d'un gars, un ancien commissaire de police, Alexei, qui est à la retraite dans un petit village en Adyguée, là, donc c'est le kraï de Krasnodar, mais c'est une république indépendante, l'Adyguée. Il dit le village de Kamno-Motsky, voilà, ça, la prononciation à la française, Kameno-Motsky. Et il dit, on va aller le voir, on a un contact sur place, c'est intéressant, il peut nous loger, et puis de là, on va partir explorer aussi les alentours. Donc, République d'Adyguée, on va en Adyguée, là, dans ce village, et dans le Caucase, en 2018, et puis là, c'était un biotope complètement différent, là. Ah, j'avais apporté avec moi, j'avais fait l'acquisition d'une petite, d'un monoculaire intensification lumière. Je disais, avec ça, qui prend des photos aussi, qui est assez performant d'ailleurs. Et pas très cher, ça vaut 300-350 euros. Je m'étais dit, bon, je vais pouvoir l'utiliser, parce que quand j'avais été dans les autres zones au Kazakhstan et dans le Caucase, on voyait très très loin. Des fois, il y avait des arbres, des fois, il y avait des forêts c'était difficile d'accès, mais après, on avait des endroits dégagés. Surtout nous qui cherchions les hauteurs, justement, où on avait beaucoup de grottes. Et là, on arrive dans la forêt, mais alors là, on voyait à 10 ou 15 mètres, quoi. C'était hallucinant, parce que là, j'avais l'appareil, mais on voyait plus, à cause de la végétation. Et on a fait 2 endroits. Et puis, on a cherché, hein, on a fouillé dans les grottes, où on a trouvé encore des ossements, on a trouvé c'est le Caucase 2018, la République d'Adyguée, donc c'est ça. Hein. Et puis, bon, une végétation très difficile d'accès, des fois des rivières comme ça tumultueuses. Fallait les passer. Et toujours, bon, on a trouvé des restes humains, quoi. On trouve des tibias, des choses comme ça. Mais là, c'est un tout petit, pareil. Il y a eu des grandes batailles avec les Romains et puis les Scythes oui, je crois que c'est les Scythes. Et il y a eu des grandes batailles, donc on a même trouvé des fois des pointes de flèches, des choses comme ça, dans les grottes, toutes rouillées, toutes pourries, quoi, des vestiges comme ça de ces combats. Mais j'ai rien trouvé concernant l'Almasty, quoi. Donc pourtant moi j'ai guetté, hein, mon petit appareil, mon monoculaire de vision nocturne. Donc la nuit, bon après le matin j'ai du mal un petit peu à décoller, mais j'ai cherché, j'étais toujours là-dedans. Et puis le dernier jour, l'avant-dernier jour plutôt, donc on va chez Alexei, là le gars, là, le russe, là, l'ancien commissaire. Et puis, mon ami Henri, là, il emmène la conversation un petit peu différemment. Bon, il dit, Jean-Louis voudrait faire un documentaire sur les légendes un petit peu russes, et puis il dit les légendes russes, les mythes. Il aurait dit la Roussalka, c'est une fée qui vit dans les eaux, qui attrape les gens, des fois qui les noie, ou les enfants, le Baba Yaga, la sorcière, et puis il dit l'Almasty. Puis là, le gars, hop, il dit, ah non, Alexei, il dit non, l'Almasty, c'est pas une légende. Et après, j'en dis pas plus, c'est dans les témoignages. Donc, je peux pas tout dévoiler. Ah bah non, bah non. Sinon, il n'y a plus d'intérêt. Oui, oui, oui. Plus de cadeau, hein. Mais bon, c'est un témoignage, vraiment, là, ça m'a frappé, parce que le gars, c'est quelqu'un physiquement, il est assez costaud, il fait bien 1m85, 90, et puis il est plus large que haut. Et donc, c'est déjà un bonhomme. Et puis, donc, il discute. Bon, il nous livre un témoignage, là aussi, vraiment très, très intéressant. Puis là, je suis content parce que j'ai des témoignages, je les ai pas récupérés dans des livres. Donc, je suis in situ, je recueille des témoignages intéressants. Et lui, il me dit, non, mais on va aller voir. Je connais un gars, Volodia, Vladimir Malikov, il a un petit musée aussi. Il est très, très intéressé par l'homme sauvage. Et puis, on va aller le voir. Donc, on va le voir. Il a un petit musée là, vraiment très très intéressant. Le Vladimir, il avait fait des empreintes de pieds. Il avait des empreintes de pieds.
Et là, c'est pareil. Le gars, il nous montre des empreintes. J'ai fait des photos. J'ai discuté avec lui. Lui, il avait été je crois que c'était en 2016. Il avait trouvé une piste comme ça d'Almasty, pas très loin dans la montagne. Et il avait fait moulé des empreintes. Après, il nous a parlé, tous les deux m'ont parlé aussi d'une connaissance commune, un ami, qui lui, en 2000, ça devait être en 2017, puisqu'on était en 2018, en 2017, lui, il l'avait vu en Almasty, il avait essayé de le filmer avec son téléphone portable, ça n'avait rien donné, et lui, il était passé plusieurs fois sur des télévisions russes pour raconter son aventure. Donc là, c'était la dernière fois, voilà. Là, on voit Volodia, hein, Vladimir Malikov, en train de monter des moulages d'empreintes, a priori d'Almasty, qu'il avait faites dans son musée. Donc c'est un musée, c'est un capharnaüm, mais très bien tenu. Et des empreintes, il avait quand même 4 ou 5 empreintes. Et puis à côté de ça, il nous emmène après boire un verre de quelque chose de très fort et très bon, mais c'était pas de la vodka. Et puis il nous montre des crânes comme ça, et ça s'appelle les crânes d'Adillé. Là, c'est des crânes, a priori. Pour l'instant, personne ne sait ce que c'est. C'est très bizarre. Alors lui dit c'est peut-être des extraterrestres, il y en a d'autres qui disent c'est le diable. Bon, que penser de ces crânes, puisque tout le monde sait ce que c'est, mais personne n'arrive à me dire c'est ça précisément. Donc c'est pareil, il y avait un spécialiste du muséum d'histoire naturelle, il devait me dire ce que c'était, et puis il a disparu le bonhomme là. Quand j'ai demandé des précisions, il n'y a plus personne au bout du film. C'est curieux, hein, lui qui savait. Et voilà. Donc, et après en 2019, on a refait une expédition. Et le copain, on est revenu à Rassaout, le petit village en Tcherkayevo, Tcherkassy. Et là, c'est pareil. On a rediscuté, on a été dans des grottes aussi, on a fouillé. Et là, bon, on a rencontré des gens qui nous ont livré des témoignages anciens pour la plupart, hein, quand même anciens, puis d'après-guerre. Et puis on s'est aperçu quand même que l'Almasty, là, c'est très très vivace dans l'esprit des gens. Quand ils vous connaissent, bon, là, c'est la deuxième fois qu'on y allait, ils commencent à nous apprécier, les gens, ils savent qu'on n'est pas là pour faire des bêtises. Et puis, ils sont sympathiques, quoi. Le courant est bien passé, puis les gens parlent. Et puis, il y en a qui disent, bah, l'Almasty, il y en a certainement encore. On n'en a pas vu dans le village parce que ça vit la nuit, donc la nuit, les éleveurs dorment. Ils disent, mais on entend parler des gens qui envoient souvent, beaucoup plus dans des endroits encore plus perdus que là. Alors déjà, c'est bien perdu là, hein, parce que il y a de quoi, faut pas se casser la jambe, hein. Donc c'était très très intéressant et moi cette année là j'espérais revenir justement dans ce village du Rassaout et essayer de rester 2 3 mois sur place parce que la démarche que j'aimerais bien vouloir réaliser, mais il faudrait rester au moins 3 mois sur place, avoir un petit financement quand même, parce qu'on va pouvoir se déplacer, louer une Lada ou se faire conduire par un local Ça ne doit quoi. pas être très, très cher là-bas. Ah, c'est cher la Russie, contrairement à ce qu'on Ouais. croit justement. Ouais, la Russie c'est cher. Moi je me souviens, on a loué une fois une chambre, c'était dans l'Altaï, une chambre d'hôtel avec 2 lits à Ouskan. Donc Ouskan c'est un village, c'est un village de cow-boys. On voit ça. Et puis c'était 80 € la nuit quoi. Il y avait 2 lits tout déglingués. Le copain là, Henri, il me dit bon, on allait éteindre les lampes. Il me dit t'as déjà vu ça toi dans un hôtel? Ben, je regarde, il y a rien ne me choquait a priori, puisqu'on avait on avait dormi un mois comme ça dans des grottes et puis sous des bâches. Bon, moi je me disais non, c'est bien ici, c'est sympa quoi. Bon, on entend les voisins, il n'y a qu'une douche et puis toutes les chaussures sont au même endroit. Je dis non, c'est sympa. Et puis il me dit mais regarde en bas de ton lit. Je lui dis quoi? Il me dit mais regarde, il y a un bol avec de la morora. Puis en bas des 2 lits, effectivement, il y a un bol avec de la morora. Donc c'était assez, c'était assez folklorique. Et puis, mais bon, ça m'avait pas choqué outre mesure. Mais bon, c'était quand même 80 € la chambre pour la nuit, quoi. Donc la Russie, c'est très cher. Après, acheter à manger comme les locaux, c'est pas cher. Des soupes chinoises, du fromage, des saucisses, des choses comme ça, c'est pas très cher, hein. Du mouton, parce que. Et après, bon, là, en 2019, on a encore été explorer des grottes et puis on a trouvé énormément de vestiges humains. Malheureusement, que des vestiges humains, quoi. Alors, ça me tracasse beaucoup celui que tu as montré avant et Cela, et celui qui se trouve ici à droite. Ça me ouais, ouais, tracasse ouais, un petit ouais. peu parce qu'il me semble quand même qu'il y a bon, la photo, elle vaut ce qu'elle vaut, je peux rien Ouais, dire, ouais, hein. puis là, c'est, Mais ouais. c'est quand même pas quelque chose
qui correspond trop à première vue à un crâne d'Homo sapiens. Quand tu regardes effectivement, quand tu regardes celui de gauche là au-dessus, Oui, celui ça, de gauche, on ça, en c'est est un Homo sûr. sapiens. Ouais, Ouais, là c'est Homo sapiens. Ouais. ouais, Mais celui de droite, il est plus massif. C'est et vrai, plus, il a plus des. jeune. Ouais, Et dans la taille des arcades, sourcilière, ouais. et dans celui que tu as montré avant, ça me tracasse un petit peu aussi. Ouais, ils sont différents, ils sont différents. C'est vrai, il y avait. Ouais, il est vraiment différent celui-là. Alors, C'est c'est vrai qu'il bien. a l'air plus costaud. Ouais. Je Alors, les ai c'est bien. montrés à Marie-Jeanne Kaufmann. Marie-Jeanne Kaufmann a regardé tout, mais ouais, je sais Ouais. pas si j'ai monté cette diapo, justement, cette photo à Marie-Jeanne Kaufmann. Je l'avais rencontrée au mois de janvier, et puis elle avait vu des crânes, comme ça, elle avait dit non, ça, Homo sapiens, Homo sapiens. Et je crois que celui-là, je lui ai pas montré, justement, comme par hasard. Bon, bah c'est. Ça me dérange un petit peu parce que Ouais, je sais où il est, ouais, hein, ouais, grosso ouais, ouais, modo, j'arriverai à ouais, remettre la main dessus, hein, ouais, dans les ouais, grottes. ouais. Alors c'est vrai que tibia, humérus et compagnie, c'est pas évident de voir la différence entre Non, mais le Homo crâne, sapiens là, il y et a. autre chose, parce que si tu as affaire effectivement à une créature qui est proche de l'homme, c'est pas évident nécessairement, à moins que tu sois un paléontologue et un Ben oui, c'est ça, un paléoanthropologue, spécialiste. Ouais, ce qui n'est pas le c'est pas cas. évident, hein, Ah ouais, ce qui n'est pas le au cas. premier regard, hein, c'est Et pas évident. ce crâne, il était assez massif, ce crâne-là. Ah, Et par exemple, il n'y a pas de, comment dire, de rebord suborbital trop marqué non plus. Après, bon, il y a des gens qui étaient bon. costauds aussi à 3000 ans. Ouais, mais Et, bon, moi ça m'intrigue quand même ce genre de truc. ouais, ouais. Et ça, c'est vrai que des ossements, on en trouve beaucoup, beaucoup. Et des Moi, la crânes un peu prochaine, moins, hein. Souvent, on à va ta trouver place, des moi elons. je me centrerai un peu sur tous ces crânes et ces ossements. Ouais, 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 Je, il est possible que la réponse se trouve là quelque part. c'est possible. Après, le problème de, oui, il faudrait ramener les crânes à Moscou, les donner à des spécialistes, déclarer ces trouvailles, c'est un petit peu complexe. Ah, écoute, tu as le musée Euh, Darwin à Moscou, tu vas là. oui, il y a le musée de Darwin. Après, il faut arriver à trouver des responsables. C'est Ben écoute, pas dommage toujours facile. Que Bayanov ait Bah décidé oui, il de... nous a Ah quitté bon? là. Il nous Bah a oui, il a quittés il y a appareillé quelques semaines. le pauvre. Ouais, Ouais, c'est bon, malheureux, hein, parce que. bah, il doit encore avoir là-bas quelque chose qui. Son nom si lui a disparu, son nom n'a pas disparu. C'est peut-être une clé pour Ouais, ouvrir les portes. ouais. Ça peut être une clé pour C'est. ouvrir les portes. Oui, oui, peut-être, hein. Après, c'est difficile. Déjà, c'est difficile en France. Les portes, elles restent souvent fermées. Oh, Et ça dépend ouais, ouais, en comment Russie. tu rentres, hein. Bon, Oui, oui. Puis bon, après, on il y a peut toujours, écrire au il y a téléphone. toujours On arrive. possibilité d'avoir des clés, hein. Oui, oui, Euh, on arrive toujours à rencontrer. On arrive toujours à rencontrer quelqu'un, hein. Si on insiste, si on cherche, il n'y a pas de souci. Puis bon, et peut-être les Russes rencontrer sont quelqu'un qui avenants. connaît quelqu'un, qui peut Bien sûr. Oui, oui, oui. Bien voilà. sûr. Bon. Bien sûr. Et du coup, bah là, l'expédition qu'on devait faire cet été, ouais, bon, on a été rattrapé Ah oui. par le Covid, quoi, puisqu'il y en a qui ont fait de la soupe avec des pangolins et des chauves-souris là-bas, et ça nous a pas réussi, quoi. Bon. Ah, donc les soupes chinoises, l'année prochaine, j'oublie, moi. On va passer au fromage caucasien. Mais bon, l'année prochaine, ce que je voudrais faire maintenant, bon, j'aimerais bien aller avec le copain Henri, toujours dans le Caucase, hein, mais je vais essayer d'aller en Géorgie. Sur Parce que quel la Géorgie, ils ont trouvé il y a quelques années les restes d'un homme préhistorique, aussi Homo georgicus. plus. Et ouais, j'aimerais bien aller investiguer un petit peu en Géorgie. Donc j'ai quelques contacts en Géorgie. Pardon? C'est la question que je voulais te poser. Est-ce que tu Ouais. parlais de l'homme de Denisova, mais est-ce que Almasty, c'est pas aussi l'homme Homo georgicus peut-être? Ça se pourrait, mais la problématique, c'est que les paléontologues ont trouvé quand même des restes de feu, des outils. Donc l'Homo georgicus, il serait quand même plus humain que l'Almasty. L'Almasty, d'après les témoignages, n'utilise pas d'outils, il fait pas de Oh, feu, il a pas de langage. Donc ça, c'est pas, n'utilise pas d'outils, ouais. On a dit la même chose sur on le. l'a vu avec des bâtons quand même, hein. Il a été aperçu les témoignages d'Almasty avec un bâton ou Alors, des pierres. c'est vrai qu'on a dit la même chose sur le Sasquatch Bigfoot. Ouais, J'ai acheté récemment un petit livre où le gars aurait trouvé des outils de pierre. Mais alors, ouais. pierre taillée grossièrement, un peu comme du style Australopithèque ou Homo habilis. D'accord, ouais, 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 mais bon, des outils quand même, ouais. Des outils, mais
ok, c'est suffisant pour découper ou Ouais. un gibier. Ça ressemble pas à un couteau, ça ressemble pas non plus à ce qu'on a fait, je vais dire 500 000 ans plus tard, tandis que Homo sapiens a fait, et peut-être même pas Homo neanderthalensis, l'homme de Néandertal, Ouais. mais c'est très grossier, c'est vraiment un éclat d'un côté, juste de quoi couper. Donc c'est très proche de ce que les australopithèques ou les Homo sapiens. Ouais. 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 Et il faut déjà avoir un œil que pour repérer que ça c'est un caillou qui a été éclaté par, je vais dire, l'être humain, et non pas Ouais. une naturelle ou une pierre naturelle. Et à ce niveau-là, ça devient compliqué. Donc, Oui, c'est pas évident, hein, des bifaces, des outils comme ça, ouais, ouais, c'est ensuite, des outils taillés. mais Bon, c'est une quelque affaire de, oui, c'est pas chose évident, c'est une affaire de très spécialiste aussi, rudimentaire, hein. très rudimentaire me semble difficile. Si tu n'es pas paléontologue, si tu n'as pas l'œil, Ouais, ça me semble compliqué de distinguer cela d'un caillou cassé naturellement par la nature. ouais. Hein. Bon, voilà, c'est une réflexion. Alors, euh, Jean-Louis, quelque chose à dire encore? Non, 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 c'est que je pense que les expéditions qu'on va sur le terrain, si on Oui, part 10 jours, 15 jours, c'est trop court. Et maintenant, il faudrait partir plusieurs mois, quoi. Il faut établir le contact avec les gens, il faut se balader, faut investiguer, continuer d'investiguer les grottes, parce que bon, un jour ou l'autre, on va tomber dans une grotte avec les restes d'un almasty, hein, c'est sûr. Et mais bon, il faut s'enfoncer comme ça dans la nature, parce que les grottes, à chaque fois qu'on a exploré des grottes, elles sont quand même pas très très loin des villages. C'est quelques kilomètres, mais pas très loin. Qu'on a à 3 kilomètres, à vol d'oiseau, 4-5 kilomètres, on n'est pas très très loin. Donc il y a des zones encore plus reculées dans le Caucase. Et je pense que des créatures, quand elles vont mourir comme ça dans des endroits isolés, elles cherchent l'endroit le plus isolé possible. Donc ouais. il faut aller vraiment dans des grottes difficiles d'accès et plus difficiles que celles où on a été. Et puis il faudrait surtout faudrait partir plusieurs mois. Il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Ouais, 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 ouais. C'est pas du tout la même chose aux États-Unis ou au Canada. On est dans des cultures occidentales. C'est pas du tout la même chose. Non, bah oui, en plus il y a l'aspect culturel, hein, parce que dans le Caucase, il y a plusieurs républiques caucasiennes quand même qui sont musulmanes. Ouais, Bon, elles ont un rapport à l'Almastie très particulier parce que ouais, c'est un peu le diable, c'est assez mystique. Il y a le mysticisme qui vient là-dessus, donc on peut pas en parler non plus tout de suite. Après, quand on a des Caucasiens, les jeunes, bon, ils en rigolent un peu plus, ça les fait rire, mais quand même, c'est l'Almastie, donc bon, on évite de trop en parler. C'est pour ça qu'il faut rester du temps. Si on reste du temps, on discute avec les gens. Après, les gens, bon, si le courant passe bien, les gens parlent, quoi. Et après, ils parlent facilement, hein. Mais il faut les connaître, il faut rester un petit peu de temps avec. Donc c'est pour ça que je pense que l'idéal, ce serait de pouvoir rester 6 mois là-bas. 6 mois, puis naviguer à droite et à gauche, aller dans les villages. Après, aller dans les villages, c'est pareil, parce qu'il y a une inimitié assez incroyable entre les différentes ethnies du Caucase. ouais, Par exemple, un Tcherkayev, il voudra pas aller en Kabar, quoi. Il aime pas les Kabars, mais vraiment il les aime pas, quoi. Et puis c'est vice versa. Et comment dire, les Tcherkesses n'aiment pas les Balkars. C'est vraiment, s'il n'y avait pas les Russes dans le Caucase, c'est la guerre partout. Donc c'est simple, c'est comme ça. La stabilité, elle vient de la Russie dans le Caucase, hein. Et on peut en parler, on peut faire de la géopolitique, mais si les Russes s'en vont, c'est la guerre partout. On le voit bien avec l'Arménie et puis ouais. l'Azerbaïdjan. Là. Après, il y a eu la Géorgie, il y a l'Ossétie, il y a des soucis, quoi. Mais c'est très particulier, le Caucase. Donc tant que les Russes sont dans le Caucase, c'est stable. Après, bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça. Mais c'est D'accord. difficile, quoi. Si on est dans un village comme Rassaout, moi, je connais une ou deux personnes là-bas, j'ai de bons rapports avec des locaux. Est-ce que ces gens-là vont vouloir m'emmener, par exemple, dans un village à côté qui est en Camargue-Balkary? J'en suis pas certain, parce que
J'ai vu des trucs là-bas, des algarades entre police, un policier Balkar et puis un Tcherkayev. Et puis on se dit, ils vont venir aux mains, tout, l'autre il va se faire embarquer. Et puis non, c'est du blablabla, un petit peu à l'italienne. Là, on agite les mains, puis chacun part de son côté. Puis après on demande aux copains, là, on dit, mais il t'a mis une amende? Non, non, je l'ai engueulé parce qu'il est pas du bon côté de la rivière. Je dis, c'est complètement flou, quoi. C'est complètement dingue comme truc. Et donc, après, ben, moi, je n'ai pas passé suffisamment de temps, parce que les plus longues périodes, c'est un mois. Un mois, c'est pas assez, il faudrait vraiment être là-bas. Puis en plus, quand je suis un mois là-bas avec le comment, on était la plupart du temps dans la nature. Ouais. Donc, pour établir le contact, il faut rester un petit peu de temps avec les gens. Après, le contact s'établit au bout de quelques jours. On picole un peu, là, on mange, on fait des chachliks, là, des brochettes, on tue un mouton, et puis tout se passe très très bien, quoi. Et mais il faut rester un petit peu de temps. Et après, moi, je pense que une bonne investigation, et pareil, ça demande du temps et puis un peu d'argent. Ça serait de rencontrer tous les gardes, tous les gardes de la réserve biosphérique de Caucase, puis les questionner. Parce qu'eux, ils sont sur le terrain tout le temps. Leur demander, l'Almasty, vous avez entendu parler? Oui, bien sûr. Mais vous en avez vu, vous avez des témoignages. Ces gens-là qui sont sur le terrain, ça serait intéressant, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et ça Et- demande du temps, parce qu'elle est grande, la réserve. mais il faudrait pouvoir les enregistrer, les Oui, filmer bien sûr. Oui, oui, oui. éventuellement, Oh, ça, avec c'est leur pas un souci. autorisation toujours. Ouais, parce que alors c'est pareil, les gens disent bon déjà ils sont difficiles d'accès, hein, les gens et pas que dans le Caucase ou pas que dans l'Altaï. Hein. Après les gens qu'on veut les photographier, oh là 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 là, bon ça ils aiment pas trop, mais on y arrive. Alors bon on les prend par le bras, les amis, tout, qu'on les connaît un petit peu, c'est la photo souvenir, mais les prendre tout seul, c'est très difficile, vraiment très difficile. Ils aiment pas, hein. Même les Russes, bon les gens n'aiment pas être pris en photo parce que maintenant on sait pas où ça va. Eux ils Voilà. ont tous aussi des téléphones portables, maintenant la télévision, ils veulent pas voir leurs photos sur Facebook avec un commentaire complètement délirant. Donc les gens sont déjà sont méfiants naturellement. Et puis après, les photos, les caméras, ils aiment pas trop. Mais c'est possible, si on reste avec eux un laps de temps suffisant pour se lier d'amitié avec les locaux, il n'y aura aucun problème pour récupérer des témoignages, les filmer et puis évidemment les photographier. Il faut juste du temps et puis un peu d'argent. Parce que bon, faut aller là-bas, c'est pas facile quand même. Et Ouais. puis après, il faut manger. Hein. Les gens là-bas. Déjà, les gens. Non, il y a des zones dans le Caucase où on va. Des fois, comme Rassaoud, c'est des villages, il y a une dizaine, même pas une dizaine de familles. En vrai, il n'y a pas d'enfants là-bas. Et c'était un grand village hein, avant-guerre. C'était un des villages les plus riches du Caucase, enfin de Tcherkayevo, Tcherkassy. Peut-être le village le plus riche. Bon, Staline a déporté tout le monde. Quand ils sont revenus après Khrouchtchev, les gens, au lieu de 700 familles, on n'avait plus que 10. Et la plupart, les femmes sont parties avec les enfants à Kislavos pour avoir l'école. Pour mieux vivre. Quoi. Donc la plupart des gens qui sont là-bas, bon, il y a une vieille femme ou deux, et le reste sont des éleveurs qui travaillent 15 jours, puis qui reviennent pour vendre leur fromage ou du mouton, comme ça, sur le marché. Quoi. Les épouses restant le plus souvent en ville. Ouais. Donc ces gens-là, si vous voulez, si tu veux, eux, ils sont en survie, quoi. Ils vont peut-être gagner 300 € par mois, maximum 400 €. Hein, et encore, j'en suis pas sûr. Hein. Peut-être même on peut diviser ça par deux. Je sais pas exactement combien ils gagnent, mais ils vivent très très chichement, quoi. Donc prendre une journée ou deux pour t'approvisionner quand t'es en haut, s'occuper de toi, ils ont autre chose à faire, donc faut les payer. Il y a pas de sortie, ils sont pas dans le caritatif. Le gars, on lui dit, bon, tu m'apportes de la nourriture, des vivres, je te donne 20 €, il va le faire. Parce que les 20 €, il les gagnera pas dans la journée hein, en trayant ses vaches, quoi. Donc, lui, il va être intéressé, mais bon, à chaque fois, il faut des sous, il n'y a pas de mystère, quoi. On arrive à un moment où il faut du temps et de l'argent. Ouais. Et par exemple, une caméra capture d'image de qualité, c'est 300, 350 € hein, si on veut Non, quelque non, non, chose de non, beaucoup qualité. plus. Ouais, donc Ouais, il faut de non. l'argent. Et puis, Pour si on en avoir, pose une ou deux, pour avoir une caméra telle que moi j'en ai, ouais, et de vision nocturne, un amplificateur, moi, ouais, minimum un 2 plus, hein, génération 2 plus, ouais, et on tourne dans les 2000 €, 1500 à 2000 €. ouais, c'est cher. Mais Pour une bon, caméra déjà, thermique, c'est dans les mêmes prix. Une caméra ouais, thermique, c'est ouais, dans... ouais, Pour moi, en dessous, génération 1, génération 1 plus, tu ouais. oublies. Ça, c'est mon opinion. C'est tout, tu oublies pour la D'accord, ouais, qualité. ouais.
Mais c'est mon opinion, hein, je les ai pas Non, testés, non, non, mais mais voilà. c'est sûr, ouais, il faut. Moi, j'ai acheté une petite caméra l'année dernière, hein, on l'avait mise dans le collage, j'ai disposé à droite et à gauche, là, et comment dire, j'ai réussi à capturer des images et puis des petites vidéos d'animaux qu'on voit Ah pas oui, dans la là tu journée, on parles les des voit pièges pas. optiques, là, tu parles des... Oui, des oui, petites oui, caméras, ouais, de capture d'images nocturnes. Bon, j'avais payé ça, j'ai payé 70 €, mais bon, je suis pas argenté. Je me suis dit, bon, j'ai le monoculaire de vision nocturne, mais ça suffit pas. les plusieurs. Je vais mettre ça, quoi. Et là, bon, on voit des sangliers, des fois, qui sont venus à 30-40 mètres de détente. Puis on n'a rien entendu dans la journée, hein. Ça va être un lièvre, ça va être des chevreuils, là, des choses comme ça, hein, renards, des plein de bêtes comme ça. Mais des petites caméras comme ça, il faudrait qu'elles soient de meilleure qualité pour avoir une meilleure Alors, définition, qu'elles soient plus les sensibles. qualités, pour l'instant, cette année-ci, sortent des pièges optiques, hein. Ils ont la taille, pour l'instant, Ouais, diminuée, ils ont à peu près la taille d'une main, voire même certaines inférieures, mais maintenant, elles sont à 20 mégapixels. ouais, Donc, dans le temps, c'était du 12, puis du 16, puis maintenant, elles ouais, ça évolue, bien sûr. oui, tout à fait. Elle Mais coûtait les, effectivement ouais, entre 70 et 110 euros dans cette zone-là, d'accord, ouais, une centaine d'euros, ouais, grosso modo. Et les qualités, moi j'en ai plusieurs, mais à 12 ou à 16 mégapixels, ouais, c'était le mieux il y a 2 ans à peu près. Donc ouais. ça fait des images tout à fait acceptables. Sur, Oui, bien sûr, oui, pour ramener une preuve. voilà, Oui, c'est ça, là, on n'est pas dans la qualité d'image. été mis dans on mon est- jardin, ça m'a surtout ramené des images de choucas, de pies et des trucs comme Ah ça. ouais, Bon, moi, c'était des tests. ouais, Et ouais, c'est ça, ouais, je ouais. trouve que, ouais, ouais, c'est bon, quoi. C'est pas un film de cinéma, mais Non, pour non, mais on ramène un document, quoi. On peut ramener une preuve avec ce genre de caméra de piège photo. exact. Et alors, il faut prendre également du 940 nanomètres parce que à du 900 Ouais, le faisceau est invisible, tu ne vois plus de, comme ils disent en anglais, de glow dedans, c'est-à-dire d'accord, ouais, panneau lumineux rougeâtre. Les ouais, 850, il faut bien vérifier ça, il existe en 850, etc. ouais, Un halo. À 940, à partir de 940, l'être humain ne voit plus cela. Donc, on peut d'accord, ouais, ouais, estimer que les hommes sauvages, à ce niveau-là, ne le voient plus non plus. ouais. C'est une Oui, hypothèse. oui, parce que moi, mon petit piège à 70 €, je suis pas certain qu'il ait pas vu. Parce qu'à un moment, il a même été attaqué par une fouine ou une martre. Donc, ça, c'est amusant, quoi. Je savais bien camoufler, mais la bête l'a vu, puis elle a sauté dessus, elle s'acharne. Mais bon, ça m'a permis de voir quand même que si on en avait, mais il en faudrait une vingtaine, quoi, il faudrait une trentaine. Il faudrait en disposer à plein d'endroits un petit peu stratégiques, et puis aller les relever régulièrement. Donc ça demande du temps, ça demande de l'argent. Et puis la disponibilité, moi je l'ai. Il y a plein de gens qui ont de la disponibilité en prenant de l'âge. Et mais après, il faut de l'argent. On en revient toujours là, quoi. Pour mener les investigations jusqu'au bout, il faut aller longtemps et avec un petit peu de monnaie. Bien, alors, on va peut-être passer aux questions. Voir si Hop. voilà. Ah, voilà, je viens de trouver Je ça. remercie les auditrices et les auditeurs de m'avoir écouté. Mais donc, on va peut-être passer aux questions éventuellement. J'en ai effectivement quelques-unes ici. Ouais, Pour Denis, il me pose la question pour les outils du SASPA. Je lui donnerai ça tout à l'heure, peut-être, si je retrouve le livre ou je lui envoie ouais. privé, c'est pas un problème. Alors, il pose également une question, quid de l'empreinte de 2014? Ah oui, oui, l'empreinte de 2014, oui, bah, j'ai gardé, bien sûr, hein. Mais quelle question à ce sujet? La taille, le... Bon, le temps Bah de... oui, parce que l'empreinte, elle faisait 45 centimètres de long, hein, 45 à peu près, et 15-18 centimètres de large. C'était vraiment très grand. Alors, Après, c'était un fond de boue. ouais. Donc c'est vrai que quand on pose quelque chose de lourd, c'était assez profond, hein, ça faisait quand même, je dirais, 2 centimètres de profondeur, hein, 2 centimètres de profondeur, bien plus que nos chaussures le long de la berge de cette petite rivière là. Donc c'est quelque chose de très lourd qui a marché là et qui a mis cette empreinte. Donc c'était lourd et puis après c'est vrai que dans un milieu boueux comme ça ou dans la neige, l'empreinte elle est beaucoup plus large elle a des dimensions un peu plus importantes que dans la réalité, quoi.
Attends, Mais bon, ça faisait quand même un grand pied, hein. Beaucoup plus grand justement que les empreintes, par exemple, que Marie-Jeanne Kaufmann a moulées dans le oui, parce Caucase, que là. c'est vrai, je t'avais fait la réflexion tout à Mais l'heure. oui, oui, L'empreinte c'est. était particulièrement grande et proche des empreintes de Sasquatch, Ouais, que Marie-Jeanne Kaufmann m'a montré toute une piste, des photos de toute une piste, des empreintes qui étaient ouais, 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 c'est. relativement petites, mais, et je lui en avais Ouais, fait la remarque, je me souviens encore qu'elle avait étalé ça sur le parquet de mon appartement, ouais, euh, ouais, je lui avais dit, Marie-Jeanne, ça me semble petit quand on décrit un almasty de 2 mètres, ouais, 2,20 m, ça me semble petit comme empreinte. Je sais pas combien ça ferait du 40, 42 ou quelque chose comme ça ouais, en ouais. humaine. Et elle me dit oui, mais regarde, elle me disait c'est peut-être petit en taille, mais regarde la largeur. Et Oui, c'est effectivement, très large. Ouais, c'est ouais, beaucoup plus large que le pied humain en profondeur. ouais, Et on voyait sur justement sur ces photos des différences. C'était une piste, hein, enfin ouais, 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 et on voyait bien les différences de forme du pied en fonction du substrat. ouais, Et on avait vraiment l'impression qu'il s'agrippait sur le ouais, substrat ouais, avec les orteils, avec le talon, ouais, pas glisser, etc. Elle me dit tout à fait, effectivement, son pied est plus mobile que celui de l'être humain. Et à un certain moment, on voyait même que le pouce de l'orteil, donc le gros orteil, ouais. s'écartait des autres doigts, beaucoup plus que chez l'être humain, et donnait une impression un peu de pied d'australopithèque ou quelque chose. D'accord, ouais, ouais, ouais. Mais Ouais. c'est pareil, parce que les empreintes qu'elle a, on connaissait pas la taille de l'individu. Ça peut être un juvénile, ça peut être une femelle. Et donc, il doit y avoir un dimorphisme sexuel, certainement, comme chez toutes les créatures. Après, oui, on sait pas, quoi, les empreintes. Donc, on peut pas faire une généralité. Rien à voir avec les empreintes de Sasquatch en question. Ouais, Rien ouais. à voir. Donc, voilà. Alors, quelles sont les questions que je peux encore trouver? Attends. Voyons un petit peu. Oui, Robert dit qu'il y a des légendes similaires dans de nombreux endroits dans le monde, y compris au Pays Basque, c'est vrai. Ce n'est pas par hasard, non, c'est pas par hasard, mais l'homme a toujours cherché, surtout dans les traditions du livre, comme on dit, toujours Ouais, le côté démoniaque des choses. Il y avait le chien et de l'autre côté le loup. Il y avait l'homme tel que nous, et de l'autre côté, ben, le diable n'essayait que toujours que d'imiter ou de recréer ce que Dieu avait fait, mais il n'y arrivait jamais. Donc Dieu ayant créé le chien, c'est ce qu'on dit, hein, ouais, ouais, ouais. dit que c'était scientifique. Le diable avait essayé, il avait créé le loup. Donc, il avait essayé, Dieu avait créé l'homme, hein, l'homme et la femme, et de l'autre côté, bah, le diable avait essayé de faire la même chose, et il avait créé l'homme sauvage, etc., etc. Donc, il y a toujours la, la, créature de Dieu et son alter ego, je vais dire ça comme Ouais, ça. oui, oui, bien sûr, mais comment Voilà. dire, oui, dans la tradition un petit peu judéo-chrétienne, quoi, mais bon, chez les Amérindiens, on va voir aussi des histoires de Sasquatch. Alors, est-ce qu'ils croient au diable? Je sais pas, mais on va la voir ça chez les bouddhistes, on va la voir au Vietnam, on va la voir au Cambodge, donc, c'est, sur l'Almasty, on a des milliers de témoignages. Je vois Marie-Jeanne Kaufmann, elle a 2000 témoignages, peut-être. Et toi, combien tu as recueilli de témoignages au Oh, total? moi, j'en ai une dizaine, hein, à tout casser. J'ai pas beaucoup de témoignages, hein, parce que mon problème, c'est que je ne parle pas russe. Après, si j'allais, par exemple, 3 mois dans le Caucase ou 5 mois, je me mets au russe, hein, je Ah ben, prendrais des cours accélérés. Je suis à muette, quoi. Mais je suis tributaire de l'ami Henri pour qu'il me traduise, pour qu'il questionne. Et il a été très réticent au début. Il a fallu plusieurs expéditions pour qu'il demande aux gens. Et bon, maintenant, il a trouvé la technique, là. C'est intéressant, là, sa démarche, parce que les gens, hop, ils accrochent ou ils accrochent pas. Donc, parce que on peut se dire, si on questionne les gens directement sur l'Almasty, pour vous faire plaisir, ils vont vous dire, ouais, bon, c'est ça, c'est patati patata, parce que l'Almasty, tout le monde en parle dans le Caucase, hein, même le chauffeur de taxi, il va vous parler d'Almasty. On lui demande rien, tout d'un coup. Chauffeur de taxi, il y en a un, il était venu nous chercher justement à Rassaout l'année dernière, là. Chauffeur de taxi, il discute avec nous. Bon, et puis tout d'un coup, tac, il se met à parler d'Almasty, on lui a rien demandé. Lui, il nous dit oui, pareil.
pareil, il y a des almacies, il y aurait des gens qui sont en contact, qui les protègent dans des fermes comme ça. On lui a rien demandé. Il nous parle de l'almacie, donc c'est quand même très très vivace. Et donc il y a beaucoup de témoignages, il y a quand même des empreintes, il y a des photos, il y a des moulages. Après, bon, quelqu'un comme Volodia, là, qui a son musée, qui a des grandes empreintes de pieds, tout, ça peut être sujet à caution, parce que bon, on sait pas trop. Moi, je crois que ce que je vois, hein, je pars du principe que il y a la science et puis il y a la croyance. Donc après, on va voir. J'ai vu une grande empreinte comme ça, je me dis qu'est-ce que c'est. Le spécialiste qui est avec moi, le Sergueï, il a des fossiles qui se baladent tous les jours, lui, dans la taïga. Il dit, il sait pas, il dit, ça doit être, il dit, c'est peut-être en Almastie, il dit, je comprends pas, il dit, ça doit être en Almastie parce que j'ai jamais vu ça. Après, on entend un cri comme ça, sur le Mans, la nuit, la pathétique, qu'est-ce que c'est? On dit, c'est quoi? Personne peut nous dire. On va nous dire, oui, mais c'est un chacal. Oui, mais les chacals, qu'on écoute les cris des chacals, ça ne crie pas comme ça. Alors, On nous dit, oui, mais c'est un petit fond, mais les fonds, ça ne crie pas. alors, C'est bizarre, quoi. justement, dans le Caucase, il y a eu une vieille histoire du temps des Mahusiers. Ils avaient Oui, 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 ça ressemblait vraiment au cri qu'avaient enregistré les Mahusiers. Et les Mahusiers, ça a été attesté par la suite que c'était un chacal. Oui, ça ressemble vraiment beaucoup à ça, mais c'est attesté par qui? Parce qu'on l'a vu. Ah bon? Parce que les Mahusiers, ils ont rien vu. Ils ont Non, enregistré on le l'a vu cri. par un Marianne Kaufmann, elle l'a pas vu. J'en ai Oui, parlé au mois de janvier. Elle m'a dit non, c'est un chacal. Marie-Jeanne est tout à fait d'accord qu'il s'agit d'un chacal. Et Eh il oui. paraît que par la suite, il y a quelqu'un qui a vu un chacal qui émettait exactement ce cri-là. Ah Donc, oui, mais moi, je veux voir le chacal émettre ce cri-là, quoi. Je peux pas me baser, je peux pas croire quelqu'un qu'on n'a pas de nom, on sait pas. Il dit oui, mais c'est pas, c'est un chacal. Jean-Louis, Et ouais, ouais, Jean-Louis, Jean-Louis, moi j'ai pas le nom Marie-Jeanne là, oui, probablement. oui.